Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi nous avons décidé de changer le programme. Donc en fait, inutile de rappeler ce qui s'est passé avant-hier à 100 km d'ici et qui aurait pu se passer ici. Il m'a semblé assez vite, donc moi je devais prononcer une conférence sur la contribution des immigrés à la vie culturelle et artistique. Bien que je revendique le fait d'être un professionnel, je n'avais pas envie de parler de ça. Je trouve que, bien que ce soit une thématique très, très importante, il y a aussi une question de timing, et je pense que ce n'était pas le moment de faire une conférence avec des belles petites vidéos. Je le ferai, je vous passerai des beaux petits morceaux de musique, mais 48 heures après les événements, je trouve que ce n'était pas opportun de le faire. Ce n'était pas opportun non plus, a-t-on pensé, d'annuler une séance. Mais peut-être de profiter de l'occasion. Nous sommes encore en période de deuil, nous sommes dans la période de l'émotion. Et mon collègue Hassan me faisait remarquer tout à l'heure qu'il y a une différence entre peut-être la perception entre ceux qui habitent à Liège et ceux qui habitent à Bruxelles. Donc moi, bien que liégeois, je suis immigré à Bruxelles depuis longtemps. Et donc, Fatima est bruxelloise, Marco est néo-bruxellois. Et donc, c'est vrai qu'on est déjà touché fortement lorsque ce genre de choses se passent à 10 000 km de chez nous. Chaque fois, c'est un point qu'on prend dans la figure. Mais lorsque ça se passe vraiment dans les endroits que vous connaissez, dans les endroits où vous auriez pu être à cette heure-là et ce jour-là, dans des endroits où vous savez que des gens que vous connaissez sont susceptibles d'être, ça joue plus encore sur les émotions. Nous sommes dans cette période d'émotion, mais je crois qu'on peut déjà quand même commencer à en discuter, à voir quelles sont les implications potentielles de ces événements. Et donc, de commun accord avec Rachel et Hassan, on a décidé de vous proposer cette séance et on vous remercie d'être là. Donc, comme va vous l'expliquer Rachel, ça ne va pas être 4 conférences, mais ça va être plutôt un débat, une réflexion collective autour de ces réalités qu'on ne voudrait jamais voir et qu'on ne voudrait jamais plus voir à l'avenir. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas la fin d'un cycle, pas encore, mais elle viendra cette fin de cycle. Voilà, mais je voulais aussi dire un petit mot pour amorcer l'échange. Donc en fait, cette table ronde, puisqu'il s'agira bien donc d'une table ronde, a été organisée donc dans le cadre du cycle, comme vient de vous l'expliquer Monsieur Marco Martinello, du cycle conjoint rencontre du CEDEM Maison des Sciences de l'Homme. Et pour démarrer cet échange, c'est pas simple. Je vais procéder en fait avec un double objectif qui est simplement d'essayer de vous permettre, de nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des événements, et pour ça je suis évidemment bien entourée, et aussi un objectif de circulation de la parole, parce que c'est bien ça qu'on a voulu faire aujourd'hui. Donc la première heure, en gros, va être consacrée à ce premier tour de prise de parole des experts qui sont à mes côtés, et puis la parole vous sera donnée dans une dynamique d'échange qui devrait nous instruire chacun. C'est vrai que démarrer cet échange n'est pas simple, parce que bon, les minutes de silence ont été observées, mais est-ce que le temps de la parole est déjà venu? Est-ce qu'on est mûr finalement pour parler? Et est-ce qu'on peut l'être? Est-ce à présent possible de mettre des mots sur l'horreur, sur l'indicible, sur cet attentat du 22 mars? C'est en tout cas le pari qu'on a voulu faire avec le CEDEM, le Centre d'études d'ethnicité et d'émigration, et la Maison des Sciences de l'Homme. Alors certains, d'emblée, ont laissé couler le verbe. Sur les réseaux sociaux, on a été abreuvé de verbiage, tantôt généreux, tantôt haineux. Il y a aussi ceux qui sont restés sans voix, groggy, tout simplement. Et je dois bien avouer que j'en fais partie. En bref, il y a d'un côté des éloquents, des bavards,
positifs et négatifs, donc qui formulent des analyses, des interprétations, des mots, et il y a de l'autre des silencieux, des circonspects qui ont besoin de temps, de calme, de recul. De recul, Marco Martinello vient de le dire, à 3 jours et seulement 2 nuits des événements dramatiques qu'on a vécus, nous n'en avons pas tellement. Mais tout de même, autour de moi et en face de moi se trouvent, je pense, vous en êtes la preuve, nous en sommes la preuve, les conditions favorables à la reprise d'une narration, d'une tentative de mise en mots. Je veux parler de la possibilité, comme je l'ai dit, d'augmenter notre compréhension, d'améliorer notre état d'information par la mise en rapport des connaissances, des ressentis divers, par l'échange, le dialogue. Alors je vous présente tout de suite nos invités que vous connaissez dans l'ordre de leur prise de parole. Il s'agit donc de 4 chercheurs du CEDEM, du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations de l'Université de Liège. J'ai à ma gauche Marco Martinello, professeur de sociologie, directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique. Il est directeur du CEDEM et cofondateur. Hassan Bousseta, à ma droite, qui est chercheur qualifié du FNRS, chercheur permanent du CEDEM et également chargé de cours à la faculté des sciences sociales. Fatima Zibou est doctorante au CEDEM. Elle prépare une thèse sur l'engagement politique des minorités ethnoculturelles. Fatima est assez bien connue pour des prises de parole médiatiques, vous l'avez peut-être déjà aperçu, mais un peu moins ces derniers temps, parce qu'elle se concentre fortement sur la finalisation de sa thèse. Donc voilà, Fatima Zibou. Et enfin, Marco Di Biase, qui est doctorant, aspirant FNRS, plus exactement au groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité à l'ULB, et chercheur au CEDEM aussi, à l'Université de Liège. Donc je préciserai de toute façon, avec chaque question, le domaine d'expertise de nos intervenants. Donc je propose de commencer tout de suite avec une première question pour Marco Martinello. À chacun, je dis... Voilà, je vous demanderai de réagir en environ 5 grosses minutes, 7 minutes, pour qu'on puisse faire un premier tour et éventuellement revenir ensuite. Donc Marco Martinello, vos travaux relèvent de la sociologie politique. Vos champs de recherche concernent l'étude des migrations migratoires et ethniques. Et je voudrais d'abord vous demander que vous apporte ce bagage théorique et intellectuel dans la compréhension, alors c'est une question immense, mais que vous apporte ce bagage théorique et intellectuel dans la compréhension des attentats qui ont eu lieu ce mardi? Et vous l'avez dit, vous vivez par ailleurs à Bruxelles. Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours, tout simplement? Qu'avez-vous observé? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et comme la table ronde concerne les implications sociales des attentats de Bruxelles, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous relevez déjà quelques premiers indices, tendances, suite à ces attentats en termes de citoyenneté, de mobilisation politique peut-être? Voilà. Merci Rachel. Alors évidemment, c'est très difficile de répondre en quelques minutes, mais je commencerai peut-être par la manière dont j'ai vécu ça. En fait, je n'ai pas été très surpris. Je me suis dit plutôt shit, merde. Comme quelque chose qui était inscrit dans les astres, quand ça se passe, on ne sait pas où ça va se passer, on ne sait pas quand, mais on est convaincu que ça va se passer. Et donc, c'est tristesse et grande colère, évidemment, comme chaque fois que des événements comme ceux-là se passent partout dans le monde. Mais très vite, je crois qu'il faut essayer de... La tristesse, ça ne passe pas, évidemment, en quelques moments ou en quelques heures. Les émotions non plus, mais je crois que la première chose qu'il faut se dire, je me suis dit, restons calmes, paniquons pas, essayons de réagir. Et ce qui m'a vraiment impressionné, je tiens à le dire, c'est, bon, il va y avoir beaucoup de débats sur la gestion politique de la situation pré-attentat. En revanche, ce qui s'est passé après, moi j'ai été impressionné de voir comment tous les services impliqués se sont mobilisés et ont été, de mon point de vue, extrêmement efficaces. Et pour moi, ça, c'est un peu une surprise. Et donc, tous ceux qui disent que dans une ville comme Bruxelles, où tout est divisé, par la force des choses, même les services médicaux sont désorganisés, là, on a une preuve que ce n'est pas le cas. Tout a super bien fonctionné. Ça met un peu de baume sur le cœur, mais vraiment un petit peu. Mais c'est important à remarquer.
Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est que tout de suite, malheureusement, en parlant un peu avec les gens dans le quartier, les prises de parole dont Rachel parlait sont là. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu? Ouais, il faut les tuer tous. Tous, ça veut dire les musulmans, il faut les tuer tous, ou rétablir la peine de mort, ce genre de choses. Ça me paraît un peu préoccupant quand même, je reviendrai là-dessus un peu. Alors, mon bagage, qu'est-ce qu'il peut apporter? Je crois que la sociologie et la science politique peuvent apporter des éléments d'explication, mais je crois que personne ne peut prétendre avoir la seule explication. On est dans des phénomènes d'une complexité extrême. Alors certains tendent à simplifier, à trouver des réponses faciles. Donc on peut lire pour certains que le problème c'est l'islam qui serait par nature une religion criminogène. Hein, qu'il est inscrit dans le Coran, etc., que voilà, la théorie, l'histoire nous montre qu'ils ont toujours été comme ça, on ne voit pas pourquoi ils changeraient. Évidemment, c'est très facile à réfuter, dans le sens où n'oublions pas quand même que la très grande majorité des personnes qui se revendiquent de l'islam en Belgique passent leur vie à essayer de vivre, passent leur vie à essayer de trouver un emploi, une école pour les enfants, améliorer leur mobilité, leur maison. En fait, simplement ce que nous recherchons tous, évidemment. Première explication qui ne tient pas. Deuxième explication, certains disent oui, cela est inscrit dans une culture tribale méditerranéenne. Donc, quelque part, je suis aussi porteur, puisque je viens du sud de l'Italie, donc je fais partie de ça. Hein, où le sens de l'honneur est exacerbé, la revanche, la violence, le machisme, tout ça expliquerait facilement finalement le passage à l'acte. Ça me semble aussi très très facilement réfutable parce qu'à nouveau, il y a très très peu de personnes finalement au niveau de la planète entière qui choisit ou qui est contraint dans cette voie-là. Troisième explication, racisme, discrimination, exclusion. Il est clair que le racisme est constitutif même, un élément constitutif de notre civilisation européenne. Il est clair que les discriminations et l'exclusion sont des réalités. Ils touchent les jeunes issus de l'immigration de manière particulière. On a des études qui le montrent. Cela dit, il n'y a pas de lien direct, selon moi, entre cette situation-là et le fait d'aller se faire exploser et d'essayer de tuer le plus de personnes possible dans la ville où on a grandi. Pour moi, cette question-là, comment se fait-il que des jeunes adultes nés en Belgique et socialisés en Belgique en arrivent à haïr à un tel point cette société qu'ils sont prêts à se faire tuer pour tuer le plus de gens possible autour d'eux? C'est quelque chose que le racisme, les exclusions, la discrimination ne permettent pas d'expliquer, en tout cas pas seul. Il y a évidemment la situation géopolitique internationale, la situation en Syrie, la situation en Palestine, mais là aussi, il n'y a pas de lien direct. On ne peut pas sauter de la Syrie à Schaerbeek ou Molenbeek ou Verviers ou Londres ou Madrid ou toutes les autres villes où il y a eu des attentats. Mais c'est un contexte. Certains disent aussi que la situation familiale joue un rôle, le manque de structuration de certaines communautés qui expliquerait pour certains que, par exemple, il y a plus de jeunes issus de l'immigration marocaine qui sont séduits par les thèses de Daesh que de jeunes issus de l'immigration turque. C'est quelque chose qu'on peut prendre en compte, mais rien ne permet, à mon avis, seul d'expliquer vraiment la fin de l'équation. Comment se fait-il qu'on en arrive à ce point-là? Comment se fait-il qu'on passe, pour certains, d'une non-pratique de l'islam, d'une vie, je dirais, tout à fait normale, à une radicalisation, et puis que certains, une minorité, vont encore plus loin dans ce nihilisme meurtrier. Là, je crois que la sociologie ne peut pas expliquer ça. Et je pense que personne ne peut prétendre avoir
aujourd'hui cette explication. Il y a un faisceau de causes, mais je crois qu'on doit encore continuer à étudier. Et, contrairement à ce que dit M. Valls, étudier, chercher à comprendre et expliquer, ce n'est en aucun cas justifié. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je hais ces personnes, évidemment. Mais en même temps, je pense que si on ne se donne pas le temps de la tentative d'expliquer et de comprendre, certainement on va prendre les mesures qui seront inadaptées, qui vont peut-être même accroître le phénomène. Donc je crois qu'on a besoin de calme, on a besoin de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir la solution pour agir. Il faut éviter, je crois, les impacts qu'on voit se profiler déjà, la banalisation de discours ouvertement racistes. Pour moi, ça va exactement dans le sens de ce que veut Daesh, de ce que veulent les partis d'extrême droite, de ce que veut... La semaine passée, il y avait quelqu'un de Pegida qui a eu le courage de ne pas dire qu'il était de Pegida, évidemment. Donc ça, pour eux, c'est du pain béni, ce racisme qui se répand et qui est véhiculé. Et je trouve qu'il faut faire attention à cela, puisque la période est vraiment très, très délicate. Aussi, on doit s'attendre, parce qu'on nous dit qu'il faut continuer à vivre normalement, on va créer une nouvelle normalité, en fait. La société risque de devenir de plus en plus contrôlée. Déjà avant les attentats, il y avait des projets qui étaient plus ou moins sur la table. On s'est habitué, puisque la société devient de plus en plus contrôlée. Mais je crois qu'il faut qu'on s'habitue à cette nouvelle normalité. Nous ne prendrons plus le train facilement. Nous ne prendrons plus l'avion facilement. C'est déjà le cas maintenant. Je crois que vivre normalement, ça veut dire autre chose aujourd'hui qu'il y a 2 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Et donc la question va être aussi jusqu'où les nouveaux contrôles, jusqu'où cette nouvelle société policée va-t-elle continuer à respecter les droits et les libertés des personnes. Un équilibre très très difficile à trouver. Je terminerai simplement en disant que plus que jamais aujourd'hui, c'est d'unité et de solidarité qu'on a besoin entre toutes celles et ceux qui sont révoltés par ce qui se passe, et même celles et ceux qui essayent de comprendre et d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Je crois que notre rôle peut-être aujourd'hui, c'est calmement de dire « Ok, la situation est vraiment très très grave, mais ne nous trompons pas d'ennemis et de cibles. Et cette société multiculturelle dans laquelle nous vivons a des ressources. Et je crois qu'elle mettra le temps, comme je dis toujours, et je m'arrête par cette phrase, je suis très pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme. » Merci, merci beaucoup pour cette intervention, et on va poursuivre la réflexion à travers des éléments qui ont été posés par Marco Martiniello, donc avec Hassan Boussetta. Hassan, vos travaux portent sur la citoyenneté et la participation politique des populations d'origine immigrée, donc peut-être vous souhaiterez d'abord réagir, et je vous en laisserai l'occasion, à ce que vient de dire Marco Martiniello. Mais on voulait aussi, je voulais aussi attirer votre proposition d'intervention sur des enjeux liés à la présence de l'islam et des musulmans dans l'espace public. Alors on vient de soulever des difficultés, des questions, des associations qui sont parfois rapides, parfois violentes aussi. Je voudrais vous interroger là-dessus. C'est délicat bien sûr, mais toutefois... on entend beaucoup parler d'amalgame, de stigmatisation, de mésinterprétation, et on se demande parfois, quand on a des amis musulmans, comment est-ce qu'ils peuvent vivre leur religion aujourd'hui face aux amalgames qui sont réalisés. On assiste aussi, bien sûr, à des réactions de violence, de rejet, de haine. Il y a eu une question, et c'est là-dessus que je voudrais que vous réagissiez plus précisément, une question qui est revenue un peu inlassablement dans les médias ces derniers temps. Pas toujours bien intentionnée, d'ailleurs, cette question. C'était pourquoi les musulmans ne descendent pas dans la rue pour condamner les attentats.
La question qu'on a posée, à laquelle a réagi Ismaël Saidi, que vous connaissez peut-être, donc qui a écrit la pièce Djihad. Il réagissait dans les Inrocks ce matin pour dire toute une série de propositions. Pourquoi les musulmans ne descendent-ils pas dans la rue en masse pour condamner ? Parce que nous sommes en train, dit-il, de conduire les taxis qui ramènent gratuitement la population chez elle depuis hier. Parce que nous sommes en train de soigner les blessés dans les hôpitaux. Parce que nous conduisons les ambulances qui filent comme des étoiles sur nos routes pour essayer de sauver ce qui reste de vie en nous. Parce que nous sommes à la réception des hôtels qui accueillent les badauds gratuitement depuis hier. Parce que nous conduisons les bus, les trams, les métros, afin que la vie continue, même blessée. Et vous pouvez lire la suite sur les Inrocks. Mais donc, de votre côté, Hassan Bousseta, quelle pourrait être la réponse à cette question ? Et plus fondamentalement, cette question vous apparaît-elle dangereuse, inappropriée, légitime ou non ? Voilà, comment y réagir, en fait ? Merci Rachel. Merci à vous toutes et à vous tous d'être ici cet après-midi. C'est vrai qu'on avait un autre programme, mais je pense on doit aussi, on n'est pas seulement chercheurs engagés dans des problématiques très spécifiques, on est aussi des citoyens, on est aussi des intellectuels qui avons une responsabilité. Et une partie de cette responsabilité, c'est aussi d'engager le débat et d'engager la réflexion lorsque nous sommes face, non pas à des situations particulières, mais des situations tout à fait exceptionnelles, des secousses, des déflagrations aussi brutales, aussi profondes que celles que nous venons de vivre cette semaine avec les attentats de Bruxelles. Et je crois que c'est un peu notre rôle de venir et partager un certain nombre de constats, d'analyses, de points de vue. Je ne vais pas me défausser à la question, évidemment, qui m'est posée, qui est une question précise, mais j'ai tout de même quelques commentaires liminaires à faire parce que, bien entendu, je suis d'accord à 99% et peut-être même à 100% avec ce que Marco Martiniello vient de dire, et ça ne m'étonne pas, c'est aussi le fruit non seulement d'une longue amitié, mais d'un long compagnonnage intellectuel. On a réfléchi sur ces questions-là depuis plus de 20 ans. Donc j'ai commencé à travailler comme étudiant à la fin des années 80 sur ces questions, et depuis lors, on a cessé de s'interroger sur ces problématiques. Et c'est vrai que si on se pose en arrière, si on essaye de se resituer dans les débats que nous pouvions avoir en 1991, lorsqu'on voyait des jeunes sortir dans la rue et affronter la police, on se disait probablement l'émeute urbaine est la situation la plus extrême par rapport à laquelle on peut jauger ou estimer les tensions et les crises liées à l'expression d'une diversité culturelle, religieuse, mais surtout identitaire. Et chemin faisant, on se rend compte que l'évolution nous amène dans des situations encore plus terribles, encore plus brutales, encore plus meurtrières que ce que nous avions connu jusque-là comme situation de crise, comme situation de tension. Et on doit bien se dire une chose, c'est qu'on doit, par rapport à cela, rester extrêmement modeste. Nous sommes des chercheurs, nous n'avons pas de boule de cristal, nous avons certains outils pour lire les phénomènes, mais il faut bien dire que peu de personnes, voire aucun, n'avaient imaginé qu'il y aurait à un moment donné une connexion entre des phénomènes de relégation sociale, territoriale, urbaine et la géopolitique internationale, et cette géopolitique très particulière qui est celle du Moyen-Orient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être même avant, peut-être même depuis, certains ont évoqué l'importance des accords Sykes-Picot pendant la Première Guerre mondiale, qui ont été une première tentative de redessiner le Moyen-Orient et de donner une réponse aux aspirations des peuples de la région. Et en disant cela, je fais déjà un constat, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se joue dans la proximité ne s'explique plus uniquement par des phénomènes qui sont dans la proximité, il s'explique aussi par des causes lointaines. Et le défi face auquel nous sommes aujourd'hui, c'est aussi de se donner des instruments de compréhension et de lisibilité, de pouvoir lire, de lecture plutôt, de ce qui se passe de manière lointaine dans des conflits qui sont aujourd'hui totalement et directement, enfin pas totalement, mais directement articulés à ce qui se joue chez nous. Donc modestie, on entend beaucoup de certitudes, comme tu l'as dit Rachel, sur les plateaux de télévision, mais d'un point de vue académique, c'est plutôt les questionnements et les doutes qui existent. Alors, je vais y revenir dans un instant, mais je voudrais répondre à ta question, et je voudrais le faire parce que
on est dans deux ordres de réflexion différentes. Il y a un ordre de réflexion qui est proprement intellectuel, académique, et qui concerne ce que nous faisons au quotidien dans une université, c'est-à-dire tenter de produire du savoir dans la confrontation, dans la confrontation d'idées, dans la rédaction de papiers, de bouquins, etc. Mais il y a aussi des enjeux qui se jouent dans la vie quotidienne, qui sont des enjeux qui sont pratiquement d'ordre politique. Comment doivent se positionner les populations musulmanes aujourd'hui face à cette injonction qui leur est faite de condamner le terrorisme? Alors, il est, de mon point de vue, évident qu'une très large majorité de citoyens musulmans dans ce pays sont dans le rejet le plus total de ces phénomènes de terrorisme. Alors, j'ai pris l'année passée un certain nombre de positions après les attaques qu'avait connues Paris, Charlie Hebdo notamment, en disant: on a depuis de nombreuses années, et le 11 septembre avait généré le même type de débat, je m'en souviens très bien, c'était le même type de débat, l'essentiel des leaders, des cadres qui s'expriment très régulièrement pour la communauté musulmane, avait de manière assez large adopté l'attitude qui consistait à dire: nous ne sommes pas des sympathisants de ce genre d'idées, nous ne sommes pas concernés par ces violences, donc nous n'avons pas à les excuser, parce qu'en les excusant, bien implicitement on s'accuse. Implicitement, on reconnaît quelque part que nous sommes liés par quelque chose avec ces criminels, ces assassins, ces terroristes. Bien. Mon point de vue dans la discussion sur Charlie Hebdo était de me dire, mais finalement, je crois que ce type d'intervention dans les débats publics finit par non seulement ne plus être audible, mais ne plus être suffisant du tout. Et que lorsque, dans une société, des concitoyens sont touchés, eh bien, ce qui serait utile d'attendre, c'est que les citoyens se mobilisent non pas selon leur confession, leur catégorie, leur dénomination, mais selon leur appartenance citoyenne, et de réaffirmer à un moment donné de crise et de tension que, comme communauté de citoyens, nous avons choisi de nous donner des règles. Ces règles, elles sont les règles de l'état de droit, les règles qui sont fixées dans des constitutions, qui sont fixées dans nos chartes fondamentales. Et que si on peut, de mon point de vue, on doit reconnaître que nos sociétés sont diversifiées et qu'elles resteront diversifiées sur le plan identitaire et que ces diversités ne sont pas des problèmes en soi. Par contre, ce qui doit être absolument clair, c'est que tout le monde doit avoir le même attachement aux règles fondamentales de l'état de droit. Et que cet attachement-là doit être traduit en discours. Et qu'il faut à un moment donné qu'on entend peut-être plus de discours sur la défense de la communauté des citoyens, la défense de l'état de droit, des discours dont je ne veux pas faire une fixation sur la communauté musulmane, parce que, par ailleurs, c'est faux de dire qu'elle ne s'exprime pas. Vous pouvez ouvrir vos quotidiens, il y a tous les jours des expressions de personnes, de leaders de la communauté musulmane qui disent certaines choses. Donc, factuellement, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'expression. Est-ce que la situation est rose pour autant? Non. Il y a des difficultés, et une des difficultés, c'est qu'il y a aujourd'hui une réalité qui fait qu'il y a des formes de vie communautaire, il y a des formes d'organisation communautaire, et qu'à l'intérieur des frontières sociales, ce ne sont pas des frontières administratives ni légales, ce sont des frontières qu'on construit, des frontières de groupe, à l'intérieur de ces frontières, il y a des difficultés à poser un certain nombre de problématiques. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de renforcer tout ce qui permet l'exercice du libre examen, de la liberté de conscience, de la liberté de choix à l'intérieur des communautés, et que très souvent, les communautés ont eu le réflexe de se dire, mais si on accepte de dire qu'il y a des phénomènes de violence en interne, qu'il y a des phénomènes de non-respect, de non-tolérance, eh bien on alimente le discours majoritaire qui consiste à nous stigmatiser. Et donc, pour le bien d'une défense des frontières extérieures de la communauté, on finit par oublier qu'à l'intérieur, parfois, il peut y avoir des restrictions. Et moi, je pense que c'est plutôt là que le débat n'est pas audible. C'est plutôt à l'intérieur que ce débat devrait avoir un peu plus de vigueur. Il y a un philosophe canadien que je cite souvent parce qu'il exprime ça avec beaucoup de simplicité et qui dit « Une société multiculturelle doit être le moment et l'occasion de reconnaître des expressions non seulement individuelles, mais des expressions de groupe.
expression d'appartenance collective. Non pas nécessairement sous forme de droit d'autogouvernement, mais comme possibilité d'expression de culture particulière. Mais ces droits à l'expression particulière ne doivent pas être l'occasion de restreindre les libertés ou les droits à l'intérieur. Donc, protection externe, mais jamais justifier des restrictions internes par le fait de protection externe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être mis en débat. Ça l'est d'ailleurs, hein, ça commence à l'être de manière plus forte. Et je crois que là, il y a quelque chose qui doit, à mon sens, être travaillé. Par ailleurs, l'idée que les musulmans devraient être, en tant que musulmans, responsables d'une parole, c'est aussi, et ça a été relevé à de multiples reprises, c'est un argument que je n'invente pas aujourd'hui, mais on est dans une sorte de double injonction, ou en tout cas d'une injonction paradoxale, puisque dans le même temps, et c'est très vrai dans l'espace francophone, on demande que les formes de vie communautaire soient les plus légères possibles, et lorsqu'on est dans des situations de crise, il faudra à ce moment-là réhabiliter des formes de vie communautaire. Donc on est dans un paradoxe dans ce qui est attendu. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc se dire simplement, nous ne sommes pas concernés du point de vue de la critique idéologique qu'on pourrait faire du discours de certains leaders musulmans. Je pense que ce discours-là n'est plus suffisant du tout aujourd'hui. Et je pense que la société belge comme la société française sont tout à fait prêtes et tout à fait mûres pour accepter l'idée qu'on peut avoir des formes d'expression assez universelles tout en revendiquant pour soi-même et pour son cas personnel, pour sa vie personnelle, des identités, des religions différentes. Je pense que ça ne pose pas de problème. Et donc, ce qui est important, à mon avis, c'est de trouver aussi des espaces. On a beaucoup insisté au cours des dernières années sur l'importance des identités particulières, mais il faut aussi qu'on ait un minimum d'adhésion, si pas une identité commune, parce que en Belgique, on serait bien en peine de se mettre d'accord sur une identité commune. Hein. Dès qu'on va sortir de la question de l'immigration, on va vite se retrouver avec de gros problèmes. Mais de se mettre au moins d'accord sur une chose, c'est qu'on est tous responsables de la communauté politique à laquelle on appartient. Et que c'est une défense principielle qu'il faut affirmer et réaffirmer sans cesse. Merci Hassan Bousseta. Donc je pense qu'effectivement j'ai quand même eu droit à une réponse à la question que je posais. J'en retiendrai deux éléments qui nous amènent à poursuivre le débat, notamment la réaffirmation de la défense de cet état de droit et avec un point sur lequel on reviendra avec Marco Di Biase quelque part, puisque l'État est parfois qualifié par les sociologues, les politologues de l'endroit qui exerce la violence légitime. Or, ici, on a été confronté à d'autres espaces qui se sont saisis de cette violence, donc illégitime. C'est le cas des terroristes, mais aussi de ce qui se passe dans certains groupes de mafias sur lesquels on viendra. Donc je voudrais retenir cette première idée du propos d'Hassan Bousseta, réaffirmation de l'état de droit, et une deuxième idée, les expressions existent. Les expressions des musulmans, des cadres, effectivement, mais pas seulement d'ailleurs. C'est vrai que j'ai en mémoire, et peut-être comme d'autres dans la salle ici, un jeune qui dessinait sur le boulevard près de la Bourse à Bruxelles, boulevard Anspach, qui écrivait en arabe toute la distance qu'il voulait mettre. Alors faut-il le faire? Ne faut-il pas le faire? Je pense qu'on a reçu un éclairage tout à fait précieux là-dessus. Sur cette question des expressions, Fatima Zibou, je me tourne vers vous avec voilà une vaste question aussi, hein, mais puisque votre travail concerne aussi les minorités ethnoculturelles à travers les différentes formes d'expression artistique qu'elles réalisent, on a l'air d'être loin de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et pourtant, il y a des processus d'identification culturelle qui sont bien là, dont vient de nous parler Hassan Bousseta. Alors, il y a aussi des processus qui ont à voir avec la gestion de la diversité, les politiques d'intégration qui peuvent être soutenues, des expressions qui sont donc soutenues ou non. Et ma question est donc la suivante. Voilà, en matière de gestion de la diversité,
qu'est-ce que vous sentez venir suite à ces attentats? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à observer? Alors effectivement, il n'y a pas de boule de cristal, hein, mais il y a quand même des intuitions, une connexion avec un terrain spécifique. Vous vivez à Bruxelles depuis plusieurs années, hein, donc depuis toujours en fait. Et à Molenbeek en particulier. Donc voilà, qu'est-ce qui se sent là en termes de réaction citoyenne, notamment en termes d'expression? Merci. Bien. Alors, avant de... Vous m'entendez? Oui. Donc, avant de répondre à cette double question, tout d'abord, vous faire part aussi de mon émotion en tant que bruxelloise. Et j'habite Molenbeek. Hein. Vous connaissez à Liège maintenant Molenbeek. Elle est connue au niveau international. Et c'est vrai que on le vit de façon... on entend parfois parler de ça dans les médias, etc. Et quand on le vit réellement, c'est assez particulier, d'autant plus qu'au même moment, j'étais dans le métro et que on se dit, franchement, on se dit que... Enfin, c'est difficile aujourd'hui de reprendre le métro. J'ai pris le tram et en prenant le train ici pour arriver à Liège, il y avait une alerte à la bombe à Leuven, donc je me suis dit... c'est vraiment pas évident parce que si vous allez à Bruxelles, vous allez vraiment percevoir ce climat très anxiogène et cet air grave et ce sentiment d'émotion, de peur, mais aussi de beaucoup d'espoir, comme on a pu le voir dans le rassemblement à la Bourse, où on a pu voir véritablement des personnes vraiment de tout horizon, des Bruxellois, mais aussi des touristes, alors qui prenaient la craie pour écrire des mots de solidarité. Et le point commun qu'il y avait entre tous ces messages était des messages contre la haine et contre tous ceux qui veulent semer la haine et ceux de quelque bord qu'ils soient. Alors, concernant ta question, Rachel, alors clairement, et les orateurs précédents ont mis en évidence cela, c'est la complexité du phénomène. Et c'est véritablement très difficile et honnêtement, on peut dire c'est très difficile d'apporter des réponses face à tant de questions. Bien, si on peut parler des conséquences en termes de diversité culturelle, enfin de conséquences de ces attentats, c'est clairement le sentiment de peur qui domine. Ce sont des peurs réciproques, hein. Ce sont des peurs qui viennent de toutes parts, qui cloisonnent, alors que les véritables enjeux est justement de vivre avec ceux qui sont différents. Et en fait, il y a un peu un effet domino parce que cette peur, eh bien, elle peut engendrer aussi des discours et aussi des pratiques qui s'inscrivent dans le rejet de ces différences. Il y a comme ça, de part et d'autre, de différentes façons, des façons d'exprimer ce rejet de l'autre, et puis qui se traduisent aussi par la montée des extrémismes, du populisme, de l'extrême droite, des discours extrémismes, du radicalisme religieux. Et il y a aussi, à travers cela, parfois, le risque de voir des mesures politiques qui sont de plus en plus restrictives à l'égard des minorités et qui mettent en danger la cohésion sociale. Et la deuxième partie de ta question, Rachel, donc, porte justement sur les politiques publiques. Tu parles de politique d'intégration. Alors on va le dire et le répéter, c'est difficile de parler de politique d'intégration à des quêtes de Bruxelles. Hein. Donc ces individus-là ont grandi à Bruxelles, sont nés à Bruxelles. Donc c'est assez particulier. Donc il faut plutôt peut-être parler de politique de cohésion sociale, effectivement, et de voir un peu comment réfléchir sur cette question qui est la façon de développer un discours sur le nous, belge, européen, dont la base, comme l'a rappelé Hassan, est cette adhésion aux valeurs fondamentales et à ces valeurs communes. Et cette politique de cohésion sociale, il est plus que nécessaire aujourd'hui qu'elle puisse aussi intégrer ce pluralisme et qu'elle puisse intégrer ces différenciations culturelles. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que finalement, les politiques d'intégration, quelque part, c'est... Peut-être qu'il faut penser à intégrer les spécificités culturelles dans la façon dont on pense les politiques publiques, toujours dans le respect des valeurs et des principes fondamentaux. Par exemple, dans mon terrain, dans ma thèse, ce que je peux voir à travers mes entretiens, c'est que beaucoup d'artistes issus donc de ces minorités eh bien, disent qu'on a beaucoup de difficile à faire reconnaître ce qu'on fait
Et je pense que la façon de faire reconnaître les spécificités culturelles, elle se traduit par des choses très concrètes, hein, l'intégration de la contribution de l'immigration, par exemple, dans l'édification de la société, dans les manuels scolaires sur l'histoire contemporaine, sur des espaces dédiés à l'immigration. Alors, c'est trop tôt maintenant de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il fallait faire. Mais je crois qu'il faut absolument réfléchir. Il viendra un deuxième temps, il faudra réfléchir sur des mesures qui sont plus structurelles pour l'avenir, parce qu'inévitablement, on est amené à vivre ensemble. Certains disent à faire ensemble, parce que vivre ensemble, c'est un fait. Et je crois qu'il y a un travail fondamental qui doit se faire au niveau des représentations et au niveau des imaginaires collectifs. Tu me posais la question, Rachel, sur les réactions citoyennes. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que vraiment, quelques heures après, il y a eu véritablement cette communion à travers la bourse avec des gens, et vous avez pu voir les images à la télé avec des drapeaux de plein de pays différents, avec des personnes de différents pays. Il y a une marche qui est organisée ce dimanche à 14h à la Bourse, et je vous invite vraiment à y participer en nombre. Et je crois qu'en tant que réaction citoyenne, je pense que chacun d'entre nous, on doit véritablement essayer de développer des espaces d'échange, de rencontres et de dialogues. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de pouvoir se parler, pouvoir essayer de mieux se connaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de mauvaises représentations, on ne se connaît pas suffisamment. Et les communautés musulmanes aussi sont amenées à faire un véritable travail interne, développer une réflexion aussi sur quelle est leur responsabilité, comment est-ce qu'ils peuvent, pour contribuer à la citoyenneté de ce pays, eh bien, comment faire en sorte de changer la rhétorique, le discours qui influence une jeunesse dont on ne comprend pas toujours les motivations, dont on ne comprend pas toujours, parce que il y a un tel décalage entre les analystes qu'on nous présente à la télé et puis finalement les faits. Donc j'habite Molenbeek, donc ces jeunes... Franchement, quand on parle d'investir dans les mosquées, quand on sait qu'ils ne fréquentent pas les mosquées, qu'ils fréquentent, c'est vraiment assez difficile à trouver, enfin très difficile à trouver des réponses. Donc, pour terminer, ce que je dirais, bien tout simplement, soyons tous des acteurs de changement et essayons de réfléchir ensemble à comment faire ensemble. Merci. Merci beaucoup Fatima pour cette intervention. C'est vrai qu'en t'écoutant, je repense à un petit ouvrage d'un auteur français qui s'appelle Guénolé, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? Et en fait, quand on lit cet ouvrage, un petit ouvrage très très sympathique, enfin très très agréable à lire, qui déconstruit vraiment avec des chiffres à l'appui ce fait que les terroristes seraient nécessairement issus de communautés arabo-musulmanes qui vivent dans les banlieues. Donc ce phénomène de radicalisation, il est bien plus complexe que ce qu'on entend souvent, et ce terme de complexité revient et revient dans le débat. Je crois que ce sera un des mots, puisqu'on cherche des mots aujourd'hui après-midi, un des mots qu'on pourra retenir de cette rencontre. Alors, aussi, finalement, la question qui a été posée à travers la réponse que tu as donnée, Fatima, c'est comment réagir, que faire ? J'ai entendu au moins une structuration en 3 temps. C'est d'abord se rassembler, faire ensemble. C'est aussi continuer à investir dans l'éducation, dans la création commune. Et c'est vrai qu'on a parfois l'air de néo-hippie quand on propose ce genre de choses, en se disant il y a des choses à faire ensemble et c'est pas anodin mais on voit que les analyses nous mènent aussi à ces propositions et que peut-être elles sont plus durables et plus porteuses que
investir dans le contrôle, le fait de vérifier des identités, de poser des armes un peu partout. Et vous me voyez arriver vers cette question du contrôle que j'ai envie de mettre un peu en tension avec les travaux de Marco Di Biase, en fait, qui va nous permettre peut-être d'approfondir les choses par un point de vue a priori extérieur et très... voilà, a priori extérieur, mais en même temps, Marco, tu travailles à partir d'ethnographie urbaine et sociale sur l'étude des mondes criminels. Et on peut quand même supposer peut-être que certains mécanismes sont similaires entre mafia et organisations terroristes. Donc tu as travaillé sur des branches spécifiques de la mafia italienne. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est une double question, en fait. C'est un peu de savoir, pour nous instruire sur ces groupes terroristes aussi, comment des groupes s'organisent pour terroriser, quels sont les effets supposés ou attendus de la violence, de la terreur, mais aussi comment est-ce qu'on entre dans cette dynamique, dont je reviens à ce phénomène de radicalisation, mais qu'on va prendre par un autre biais. Comment est-ce qu'on est recruté? Comment est-ce qu'on est peut-être coopté? Est-ce que c'est d'ailleurs une cooptation, un recrutement? Est-ce que il y a aujourd'hui des figures qui s'imposent, hein? Quand on pense à la mafia, on pense un peu à des figures du big boss comme le parrain, et quand on pense aux organisations terroristes, on a à l'opposé Ben Laden, quoi. On a le parrain, Ben Laden. Est-ce que ça fonctionne pareil? Je caricature, mais voilà. Et finalement aussi, du coup, est-ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication n'ont pas changé les modalités de recrutement? Alors voilà une question immense. En fait, je disais en 2 volets, mais il y en a au moins 4. Je vais te laisser réagir à ça. Oui, merci pour ta question. En fait, c'est une question vraiment énorme. Et bien évidemment, on parle des choses tout à fait différentes. Je réponds tout de suite à ta dernière question. En fait, moi, je suis toujours douteux chaque fois on parle des parents, des Godfather, etc. Et chaque fois on parle des grands leaders du terrorisme, etc. Pour ce qui concerne les mafias, quand on parle des parents, des Godfather, on ne parle pas des mafias, on ne parle pas des Camorra, que c'est la mafia napolitaine, mais on parle de la cinématographie américaine. Et donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe, soit dans l'analyse du terrorisme, soit dans l'analyse des mondes. La question pourrait être alors aussi, quand oui, on parle de Ben Laden, est-ce qu'on parle aussi des médias Oui. Non, moi je voulais pas être méchant, mais en fait chaque fois qu'on parle des mafias, on parle du parent, que c'est un film. Non, mais ça c'est important. Je crois que c'est important de souligner ça. Moi, je suis pas du tout expert de terrorisme. J'ai jamais travaillé sur le radicalisme religieux et en particulier sur celui islamique. Mais en fait, je me suis toujours occupé de manière très simple, très banale, de la criminalité organisée, des mafias italiennes, mais surtout de leur impact sur la société. Et moi, j'ai fait ça à partir d'abord de mes expériences de vie, de mes expériences personnelles. Et en fait, pendant les années passées, avant mon déménagement en Belgique, j'ai surtout étudié de manière très simple la transformation mafieuse de mon village d'origine, où peu à peu le modèle de la Camorra, c'est-à-dire de la mafia napolitaine, a eu le dessus en devenant lui-même une source de production politique, économique, mais surtout une source de valeur pour les classes subalternes. Donc c'est à partir de ça que je voudrais lancer des réflexions et d'exprimer mon point de vue, que c'est vraiment très extérieur. Parce qu'en fait, malgré les contextes et les phénomènes qui sont tout à fait différents, complètement différents, on peut retracer une sorte de parallélisme entre des modèles qui se basent sur deux choses, la violence et la terreur.
mais en même temps des modèles qui font des affaires, qui font des accords avec les hauts niveaux de la société, mais surtout des modèles qui recrutent massivement, comme cela est arrivé dans le cas du djihadisme en Europe et dans le cas des mafias au sud de l'Italie, de jeunes qui cherchent désespérément une identité. Des jeunes qui, plusieurs fois, habitent dans des quartiers très défavorisés. Donc, c'est dans ce contexte, celui que j'ai analysé pendant mes recherches, et que j'ai vécu, que les mafias ont proposé à dizaines de jeunes une nouvelle identité. Non, des nouveaux valeurs pour lesquelles se sacrifier. Et donc, moi, pour la plupart de ma vie, j'ai vécu ces dynamiques, j'ai vécu cette transformation jusqu'au point de commencer à l'étudier, de commencer à reconstruire toute une série de choses, des événements électoraux, des trajectoires entrepreneuriales, des politiques, etc. Mais surtout, j'ai vécu la terreur après le meurtre perpétré par les mafias. J'ai vécu la peur face à l'incarcération massive de mes pères. Et j'ai aussi vécu l'horreur face à certains amis assassinés, tirés en plein visage, etc. Mais pour revenir à ta question, c'était quoi la réponse politique à tout ça? C'était quoi la réponse à ces phénomènes? La même que nous avons entendue après chaque attentat terroriste en Occident, exactement le même refrain qui lance sur la scène deux choses, des mots, des conseils, à mon avis, vides, c'est-à-dire la répression et la discrimination. Et par le biais de ces deux mots, combien d'écouter pendant hier, moi j'ai vu des débats en Italie où tout le monde parlait de l'islam contre les chrétiens, d'une guerre culturelle, d'une guerre religieuse, etc. Et bon, par le biais de ces deux mots que le gouvernement italien, pour faire un exemple, s'est officiellement adressé toujours au problème des mafias. Bon, moi, comme vous entendez de mon accent, moi, je suis né et j'ai grandi au sud de l'Italie. Et chaque fois qu'un assassinat des mafias est arrivé, on a eu l'armée le jour après dans la ville, en oubliant que les mafias sont parfaitement insérés dans le jeu économique et politique, en oubliant une chose très importante, qu'une partie du consensus populaire des mafias est ancrée dans des quartiers où l'exclusion sociale est très forte. Ça peut-être nous aide pas à expliquer tout, mais nous aide à expliquer des choses. De la même manière, après chaque attaque terroriste, nous oublions que Daesh est bien inséré dans son jeu politique et sur la scène internationale, et que Daesh est un pion dans l'échiquier international qui trouve son consensus là où la souffrance sociale est écrasante et plus forte. Bon, en outre, je dirais que mes racines méridionales m'ont forcé à me familiariser avec l'autre concept, la discrimination, un facteur qui représente les corollaires discursifs qui légitiment la répression. Bon, après tout, dans l'opinion publique internationale, la mafia, c'est quoi? Vous le savez bien, peut-être qu'à l'étranger, c'est encore plus fort, ce qu'on sait. La mafia, c'est un problème culturel. La mafia, c'est pas un phénomène social qui naît et grandit au sein de nos sociétés. C'est autre chose. Ça appartient pas à nous. Donc, c'est quoi être mafieux? Être mafieux, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie particulier qui appartient aux gens du sud de l'Italie. C'est une manière d'être ataviquement criminel. Et on retrouve ça pas seulement dans l'opinion publique, pas seulement quand on regarde des émissions dans la télé, mais on retrouve ça de manière plus ou moins valée, même dans la littérature scientifique.
Bon, donc être ataviquement criminel, être mafieux, ainsi que tous les musulmans et tous les arabes, peut être potentiellement des kamikazes, potentiellement des terroristes ou des terroristes ancestrales. Bon, donc de toute évidence, la répression et la discrimination sont des éléments qui non seulement incarnent, comme je disais tout à l'heure, l'humeur de l'opinion publique interrogée à chaud après les événements de Bruxelles. Mais bien évidemment, et je parle à partir de l'expérience italienne, représente la structure portante de certaines réponses politiques qui plusieurs gouvernements donnent par rapport à de nombreux phénomènes sociaux, comme les mafias ou comme le terrorisme. Et donc moi je crois que, sans faire de la rhétorique, etc., il faut se ranger contre ces démons de manière très forte, et surtout en ces moments-là. Et je crois que contre ces réponses chauvinistes, nous avons besoin, et tout le monde l'a dit aujourd'hui, de discuter encore une fois, sans cesse, de solidarité et de partage. Parce qu'en fait, je crois, de manière très simple, qu'aux actions réactionnaires du terrorisme, au projet réactionnaire, ultra-réactionnaire et à mon avis néofasciste du terrorisme ou des mafias italiennes, nous ne pouvons pas répondre sûrement avec des réponses politiques sécuritaires et discriminatoires. Et je crois que l'histoire nous a appris que cette route nous amène à la défaite, nous amène à la barbarie. Et il faut emprunter d'autres arguments pour parler de ces problèmes, et il faut aller bien au-delà en discutant ensemble. Bon, c'est tout pour l'instant, j'ai déjà parlé beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que cette intervention démontre, si on en avait besoin, que des éclairages vraiment intéressants viennent aussi lorsqu'on prend le risque d'emprunter des chemins inhabituels, puisque parler de ce qui vient de se passer à partir des études que vous avez faites, ça donne vraiment un éclairage tout à fait intéressant, mais c'est totalement en rupture avec les évidences qu'on nous présente parfois.